la géométrie dans une situation que je vais définir qui s'appelle une situation qu'on a appelée une situation de lecture tracée du bâtiment. Alors, bon, alors, avant de vous présenter ce diagramme que j'ai pris sur Internet, sur le site de l'Éducation nationale, je vais vous présenter une recherche. Je ferai la trace un peu de la recherche. Je vais essayer de ne pas la rendre, de la mettre un peu en arrière. Mais en fait, cette recherche fait partie d'une recherche nationale qui est sur la formation professionnelle et sur la conception de simulateurs pour la formation professionnelle. Avec nous, il y avait des gens qui travaillaient sur la taille des lignes, sur les conducteurs de grue, sur la culture de colza, et nous, on travaillait sur les métiers du bâtiment, sur cette situation de lecture tracée. Donc, on s'est placé au niveau BEP. Alors, j'ai donc repris le diagramme de l'Éducation nationale. À la sortie de la classe de 3e, comme vous le savez, il y a une voie générale, une voie technologique qui sont assez proches au niveau du programme. Et il y a une voie professionnelle dans laquelle le BEP, dont la sortie, la sortie privilégiée est le bac professionnel. Alors, pour vous montrer un peu ce qui en est dans la réalité, donc on voit aussi qu'il y a une sortie vers la vie active et puis il y a une petite passerelle qui vous apprennent en première adaptation, ce qui vous permet de rejoindre la voie technologique. Ce n'est pas forcément connu des enseignants qui enseignent dans la filière générale. Alors, après le BEP, donc c'est les chiffres de 2003-2004, je ne pense pas que c'est beaucoup varié, enfin peut-être un peu légèrement. En fait, on s'aperçoit que Bac Pro représente moins de la moitié, donc 40,3%, et qu'il y a quand même 33,7% des étudiants qui sortent du BEP qui vont en vie active. Voilà. Donc après, vous voyez les chiffres. Vous vous situez un peu là où on s'est placé. Donc ça mène à la formation de BEP, qui en général, l'examen, il y a le CAP qui est toujours maintenu pour l'instant, et donc on peut sortir dans la vie active en ayant suivi la formation professionnelle du BEP. Alors nous, notre projet était donc de construire un simulateur pour la situation de lecture tracée dans le bâtiment. Et pour cela, il y avait un préalable, et c'est ça que je vais vous parler, c'est quelles connaissances mathématiques, et donc dans la situation que j'ai choisie de lecture tracée de nature géométrique, je vais vous montrer les hypothèses, fonctionnent dans une telle situation. Alors, j'ai fait le plan de l'atelier. Donc, je vais d'abord vous présenter donc, la situation de lecture tracée. Là, quand j'ai mis des étoiles, c'est qu'il y a du travail pour vous. Parce que moi, c'est un peu un défi, parce que j'ai 1h30. Donc, en 1h30, je peux pas vous faire travailler beaucoup. Donc, je suis obligée d'alterner une présentation, parce qu'une conférence, avec des petites activités très courtes. Et donc, il y a des étoiles là où j'ai prévu pour vous une activité. Pour donner un peu d'air à la présentation. Donc, je vais d'abord dire ce que c'est la situation de lecture tracée. Après, voilà, il restait analyse a priori. Donc c'est un peu dans mon jargon, dans mon domaine de recherche. La didactique mathématique, c'est un terme dont je ne définirai pas. Hein, donc vous le prendrez, je vous dirai ce qu'il faudra faire, parce que c'est à ce moment-là que je vous ferai un peu travailler. D'un problème de construction lié à la situation de lecture tracée. Ensuite, je reprendrai cette analyse en parlant des instruments de chantier. Parce qu'on n'est pas en géométrie. On est dans un espace beaucoup plus grand que l'espace de la géométrie enseignée. On a des instruments qui ne sont pas les mêmes, et donc on va voir comment ça modifie le problème de construction. On peut ramener, si vous voulez, la situation que je vais vous présenter, une situation de construction géométrique. On va voir que les instruments et l'espace dans lequel se passe le tracé transforment justement la construction et les connaissances qui sont derrière. Ensuite, je vous présenterai une situation qu'on a été obligé de rajouter, une situation réflexive par rapport à l'activité, qui est un peu proche de la situation d'autoconfrontation, dont certains ont entendu parler peut-être, qui permet de faire parler sur l'activité, et donc d'avoir un peu plus d'informations sur les connaissances qui fonctionnent. Et puis après, je vous présenterai la géométrie, je l'ai fait en acte. Parce que bien sûr, ce n'est pas une géométrie. Ce n'est pas la géométrie que vous enseignez, c'est une autre géométrie. Les points ne sont pas de même nature, les droites ne sont pas de même nature, les théorèmes ne sont pas de même nature.
Donc c'est ça qu'on va vous donner des exemples. Et ensuite, je reviendrai sur la formation professionnelle, c'est-à-dire je chercherai, si j'ai le temps, dans la formation professionnelle, la trace de cette situation de lecture tracée. Comment elle est dans la formation professionnelle actuelle. Donc je vais d'abord présenter la situation professionnelle, que j'ai dit en mathématiques, parce qu'on fait l'hypothèse et les mathématiques dedans. Donc c'est en ça que c'est un peu une culture donc, de vous informer un peu des mathématiques qu'on a trouvées dans cette situation. Alors la situation de lecture tracée, c'est une situation de base dans les bâtiments, c'est-à-dire qu'elle est toujours là. Quand on est dans le bâtiment, un maçon, un plombier, tous les corps de bâtiment qui agissent sur le chantier, en fait, ils reçoivent un plan, et à partir de ce plan, ils font des tracés, avant même ce qu'on appelle l'implantation. Avant même de poser les poutres, avant même de poser les canalisations, etc. Donc, on va lire des plans pour effectuer les tracés. Alors, dans l'espace des chantiers, j'ai mis le terme de méso-espace. C'est pour le distinguer du micro-espace, qui est l'espace de la feuille de papier dans lequel se passent en général les enseignements de la géométrie. Quand vous enseignez la géométrie, en fait, vous faites des dessins sur la feuille de papier. Or ici, quand on est sur un chantier du bâtiment, c'est un peu ce qu'on a vu ce matin dans l'exposé, le deuxième exposé. En fait, on augmente considérablement les dimensions de ce qu'on a à tracer. Et donc, on n'a plus le même contrôle, même visuel sur ce que l'on trace. Il vous a donné l'exemple de l'angle de 90 degrés. C'est un peu... voilà. Donc, je dirais qu'on n'est plus dans le micro-espace où on voit d'un seul coup d'œil plein de choses. On est dans un espace beaucoup plus grand, qui est le méso-espace, qui est un espace où on doit se déplacer pour voir ce qu'il y a derrière un autre objet, par exemple. Donc, les objets peuvent être cachés, il faut se déplacer pour les voir. Et donc, on lit des plans pour mettre en place les éléments du chantier. Et donc, dans cette lecture, on doit prendre en compte l'action qui va suivre, c'est-à-dire l'implantation ultérieure d'autres éléments. Et nous, on va appeler réservation. Donc, on va s'intéresser surtout à ça, aux réservations, mais pas que ça. C'est-à-dire, lorsqu'un plancher, par exemple, est apposé, eh bien, le tracé du plancher doit anticiper le passage d'autres éléments qui vont venir après, des canalisations. Donc, on doit réserver des trous pour faire passer les canalisations, ou les câbles électriques. Ceux qui ont fait travailler sur les chantiers, c'est ça. Et donc, ce surajoute à ça, c'est que dans les chantiers actuels, en fait, on va agencer des éléments préfabriqués, c'est-à-dire qui vont être fabriqués hors du chantier lui-même. Nous, on va s'intéresser aux prédales. Donc les prédales, c'est juste un poste de plancher ou de plafond, hein, qui vont être construites ailleurs. Donc pour les murs et les planchers en béton. Voilà, et donc on va se poser le problème des contrôles. Comment on contrôle et qu'est-ce qu'on contrôle et comment les contrôles, quand est-ce que les contrôles exigent des connaissances? Donc en fait, il y a deux types de contrôles. Vous avez passé d'accord, vous allez voir, c'est très simple. Dans l'activité de tracé de réservation, je vais rentrer dans un monde qui est un peu, pour certains, inconnu, et pour d'autres, je sais qu'il y a des gens qui ont des connaissances ici. Donc d'abord, il y a un premier type de contrôle, c'est quand on trace, dans la situation de lecture tracée. Là, ils dépendent des informations qu'on lit sur le plan. Et puis il y a un deuxième type de contrôle, qui est un contrôle pragmatique. C'est-à-dire celui qui a lieu au moment de la pose des éléments qui viennent après. Alors je vais vous donner l'exemple. Par exemple, la présence dans une dalle, une réservation destinée à des canalisations, ne peut être contrôlée par le maçon que par une lecture pertinente du plan. C'est pour ça qu'il y a un enjeu à réfléchir sur cette situation. Et c'est le plombier qui, quand il va poser les tuyauteries, qui va ultérieurement exercer un contrôle pragmatique. Par exemple, s'il y a un trou au plafond, un trou au plancher, ils doivent passer les canalisations. Si les deux trous ne sont pas bien placés l'un en face de l'autre, on est obligé de décaler le tuyau, ou bien donc il y a des problèmes d'agencement des tuyaux après, donc il y a un contrôle là qui se fait, mais en général c'est catastrophique. Donc il vaut mieux éviter ce genre de contrôle pragmatique. Donc c'est le premier contrôle qui va nous intéresser. Il y a le contrôle dans la situation de lecture tracée. C'est pour ça qu'on s'est intéressé à la situation de lecture tracée, parce que là, le contrôle ne peut se faire que par des connaissances liées à l'espace dans lequel on va faire le tracé et aux instruments utilisés. Donc c'est de ça dont on va parler ici. Alors,
on a des hypothèses, donc. Comme je m'adresse à des matheux, je me suis permis de mettre ça sous forme d'hypothèse. On va essayer ces hypothèses, c'est des hypothèses de travail, c'est-à-dire qu'on ne va pas les mettre à l'épreuve, mais on va faire l'hypothèse qu'elle est vraie. Donc si on peut tester après à partir de ces hypothèses-là. Mais on va dire qu'il existe, c'est eux qui vont guider ma recherche de savoir, ces hypothèses. Donc, je vais faire l'hypothèse qu'il existe des savoirs géométriques implicites sous-jacents aux techniques et aux contrôles dans la situation de lecture tracée. Bien sûr, cette hypothèse provient de ce que je viens de dire tout à l'heure. C'est-à-dire que forcément, en dehors de contrôles pragmatiques, les contrôles s'effectuent par des connaissances. Et moi, je veux dire que parmi ces connaissances, il y a des connaissances de nature géométrique. Et implicites, ça veut dire qu'elles ne sont pas forcément formulées, ils sont même cachées. Et on va essayer de les chercher. Et puis, la seconde hypothèse, c'est que ces savoirs géométriques sont différents des savoirs de la géométrie euclidienne, ceux qu'on enseigne en général au collège, ou même au collège, et ils sont transformés par les instruments de chantier. C'est ça qu'on va regarder ensemble. Alors, là aussi, c'est un mot que j'aurais pu enlever. J'ai marqué situation fondamentale de lecture tracée, c'est-à-dire pour étudier cette situation, je vais en donner une formulation générale. C'est comme si vous prenez un problème de mathématiques, vous enlevez toutes les données, par exemple numériques, vous obtenez un problème général. Ça vous permet de regarder des variations qui pourraient augmenter ou diminuer la complexité du problème, si vous voulez, quand vous le formulez de manière générale. Donc, pour le formuler, j'ai d'abord considéré qu'il y a déjà différentes situations de lecture tracée, de plans de fabrication. Donc, ces situations de lecture tracée vont dépendre des conditions dans lesquelles on va faire la fabrication, c'est-à-dire qu'on va poser les conditions dans lesquelles on va fabriquer la prédale. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est une prédale? Vous avez par exemple, vous posez sur un plancher, vous agencez des dalles de même taille, par exemple, et puis par moment, par moment vous êtes obligé d'avoir des dalles qui ont des formes un peu bizarres, comme ici, par exemple, à l'angle. Vous voyez? Donc ça se fabrique. Donc la première situation sur le chantier lui-même, c'est-à-dire que vous pouvez commencer par faire votre fabrication sur le chantier lui-même, et puis faire ça sans mettre en œuvre beaucoup de connaissances, là, hein, par exemple. En tout cas, moins de connaissances que ce que on va regarder ensemble. Ça peut se faire près du chantier, mais à part, c'est-à-dire que on n'est pas trop loin, donc on peut transporter des dalles on n'est pas limité dans les tailles des prédales qu'on fabrique. Donc on a une table qui va, puisque la table va imposer quand même, mais la largeur n'est pas imposée. Alors ce qui se fait de plus en plus, c'est en usine. C'est-à-dire que la fabrication des prédales se fait loin du chantier, dans une usine, qu'on appelle usine de préfabrication. Et dans ces cas-là, il y a une table de préfabrication qui est de largeur imposée de 2,50 m. Alors pourquoi 2,50 m? C'est parce que ces prédales vont être après transportées en camion. Donc on est obligé d'avoir une largeur maximum pour le transport en camion, dû à l'éloignement du chantier. Donc c'est ce dernier type de situation qu'on va regarder, c'est-à-dire la lecture tracée de prédales et de réservation dans les prédales dans la situation dans l'usine. Voilà. Et j'ai donc écrit en bas la formulation de la situation de lecture tracée. Qu'est-ce qu'on a à faire? Alors, je le lis tranquillement. Étant donné un plan de fabrication d'une prédale, donc on donne un plan, je vais vous en montrer un tout de suite, de forme F, contenant un certain nombre de réservations, d'un certain type, je mets tout ce qui peut varier. Et d'emplacement côté, tracé avec les instruments sur une table de largeur 2,5 m, cette prédale et ses réservations. C'est ça le travail de lecture tracée. Voilà. Donc on voit, nous c'est du point de vue de la recherche, on utilise beaucoup ça, mais je pense que ça peut servir à tout enseignant. C'est quand vous avez un problème, vous regardez, en fait, il y a une particularisation toujours dans un problème. On particularise un problème général. Et on voit bien que si on fait, par exemple ici, si au lieu de 2 réservations, je mets 10 réservations, on voit bien qu'on change la complexité, tout simplement, c'est tout bête, hein. On change la complexité, on peut changer la complexité de la situation.
on voit bien aussi que si on change la forme de la prédale, on change aussi la complexité du problème qu'il y a à résoudre. Donc c'est pour ça qu'on met tous cette forme-là avant de préciser, de particulariser la situation. Alors, je vous montre une table de préfabrication en usine. C'est une usine dans laquelle on est allé et dans laquelle on a étudié les fiches d'incidents pour voir justement de quoi dépendait la complexité de la situation de lecture tracée. Parce que les clients renvoient, quand ils ne sont pas contents, ils renvoient des fiches d'incidents. Et donc on a ainsi des observables de ce qui rend plus ou moins difficile la situation de lecture tracée. Donc on voit qu'ici, c'est avant-coulage du béton. Donc ici on voit des réservations en blanc et en bleu. En bleu c'est électrique, c'est des boîtiers électriques ronds. Donc il y a des ronds, on voit bien qu'il y a des ronds. Les réservations ne sont pas toutes de même forme. C'est pour ça que j'ai mis de forme R. Donc on a des blancs et des ronds bleus. Et ça c'est bien sûr aussi le ferraillage pour le béton. Donc on coule, on trace, donc séparation de deux prédales. Donc là elle est tracée là. D'accord ? Voilà. Je vais vous donner l'exemple d'un plan maintenant. Voilà. Donc celle-là, on l'a appelée situation de lecture tracée routinière, c'est-à-dire que c'est la plus simple. Donc là, on a un plan. Donc on va les cotes, c'est très important les cotes. Et puis 1, 2, 3, donc il y a 3 réservations. Et c'est le centre d'un boîtier circulaire. Ça suffit, le centre suffit, on n'a pas besoin d'autre chose, hein, parce qu'on sait qu'on va réserver pour des boîtiers, pour des piles électriques. Donc ça va être circulaire. Voilà. Alors c'est là où je vais vous faire travailler un peu. Donc oubliez a priori, je ne veux pas m'expliquer là-dessus, c'est très long. Voilà. Donc je vais ramener le problème de lecture tracée d'abord à un problème mathématique. On va se mettre sur un terrain familier, d'accord. On va dire que c'est un problème de construction. Vous allez voir, vous demandez quelque chose qui vous semblait évident, mais vous allez me le dire, mais pourquoi je demande ça? Alors, problème. Donc le problème, c'est, il faut vous relier à la consigne que je vous ai donnée tout à l'heure quand j'ai décrit la situation de lecture tracée. Étant donné deux droites perpendiculaires, alors je vais un peu, voilà. Étant donné deux droites perpendiculaires, on va supposer que le contour de la prédale est tracé. Construire un point de distance donnée, cote, donc les distances données, 23, 27. Parce qu'il a ce plan, mais la construction n'est pas faite, bien sûr. Construire données côté, donc construire un point de distance donnée cote à ces deux droites. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder, on va se mettre comme si on était dans un problème de construction de géométrie euclidienne. C'est-à-dire qu'on construit avec des instruments. On précise les instruments et on va se donner deux systèmes d'instruments. D'un côté, la règle graduée et le compas, donc vous êtes familier avec ça, et de l'autre côté, la règle graduée et l'équerre. Et je vais vous donner, donc, comme on a pu voir, peut-être pas dans le plan, il n'y a peut-être pas les trois cas, mais on peut donner les trois formes différentes. Vous voyez, je m'attache à des petits détails qu'on ne regarde pas quand on fait de la géométrie. Je regarde l'emplacement des côtes. C'est-à-dire, le cas A, on donne la distance sur la droite de référence et la distance à partir, voilà. Et donc, pour nous, ces trois cas possibles sont complètement équivalents à cause de ce qu'on sait sur les rectangles. Donc, en rouge, j'ai mis le petit travail que vous avez à faire. Donc, le premier travail, étant donné les deux systèmes d'instruments que je vous ai donnés, comment vous envisagez que se font le tracé des réservations? Bon, je vous laisse réfléchir. Oui, allez-y, vous pouvez m'interrompre à tout moment. Une question du praticien. Comment C'est la question du praticien. Moi j'ai l'impression que la règle... Je voudrais savoir la longueur de la règle graduée. Ben voilà. Alors. Et j'aime autant avoir un grand bâton très long, une grande droite non graduée, puis avoir un petit natif. Vous êtes en train d'anticiper sur ma question suivante. Parce qu'après, pour l'instant... Oui, vous anticipez, c'est très bien. Parce que pour l'instant, on se place dans le cas de la géométrie scolaire, si vous préférez. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas la taille des instruments. On se place comme si on était sur une feuille de papier. Et ensuite, on va regarder. C'est le premier temps de l'analyse. Et après, on va regarder comment c'est transformé quand on change d'instrument. Quand la taille est beaucoup plus grande. Voilà.
Excusez-moi, ce serait possible d'éteindre le spot. C'est aveuglant, on n'en a pas besoin. Voilà. Alors là, j'ai préparé une feuille où vous retrouverez mes questions et tout ça. Donc je vous distribue après. Bon, je peux vous les donner tout de suite. Allez. Je vous laisse pas longtemps, hein. Mais je vous redonne le problème, c'est derrière. Hein. Mais vous allez la voir sur la feuille que j'ai préparée. Bon, qu'est-ce que vous trouvez en fait? Avec gré gradué compas. Comment vous faites avec gré gradué compas, par exemple? Oui. On reporte. Oui. Sur chaque bord. Sur chaque bord. Et après, on va. D'accord. Alors, je montre ce que j'ai. Moi, bien sûr, je vais vous corriger. Alors, je l'appelais stratégie cercle. On va garder ces noms. Hein. Donc, gré gradué compas. Donc, je porte les deux mesures sur les deux côtés. Et puis ensuite, je prends l'ouverture de l'autre mesure. Et puis, voilà, d'accord. Voilà. Et ça y est, c'est fini. Donc, on prend en fait oui, deux mesures. Voilà. Donc, en tout cas, voilà la stratégie cercle. Et alors, avec le. Qu'est-ce que vous pensez? Donc là, il faut quand même quatre prises de mesure. Une sur le côté, une sur l'autre. Ensuite, reprendre une mesure pour tracer deux cercles. Deux arbres de cercle voilà. Et deux. Voilà. Donc c'est une chose auquel on s'intéresse aussi, le coût, parce que le coût, c'est dans le nombre de choses qu'on a à faire. Et avec la règle graduée et l'équerre, alors. Qu'est-ce qu'on trace les arbres de cercle, on trace les deux perpendiculaires. Voilà, donc là, on n'a que deux mesures à faire. Hein. Voilà. Alors, attendez, ah oui, j'avais rajouté ça. Voilà. Donc le théorème un peu implicite qu'il y a derrière, c'est, ou bien la propriété qu'il y a derrière, c'est que pour construire un quadrilatère avec un angle droit, puisque là vous avez l'angle droit, là, donc il suffit d'avoir deux paires de côtés opposés égaux pour construire un rectangle. Voilà. Donc là, coordonnées, donc celle-là on va l'appeler stratégie coordonnée. Donc on prend une mesure sur l'un ou l'autre des côtés, je ne vais pas la distinguer. Et puis ensuite on pose l'équerre, et ensuite on n'a plus qu'à prendre la mesure ici. D'accord? Voilà. Voilà. Ah, excusez-moi. Bon. Ensuite, on a fait ces deux stratégies qui sont très simples. Et puis après, on va regarder comment elles se transforment sur le chantier.
est-ce que vous pourriez maintenant me dire, mais je vais vous en parler, donc je ne vais pas vous poser la question, je vais le faire moi-même. Maintenant, on peut envisager une autre stratégie qui est avec la règle graduée seule. On supprime, donc on va supprimer le compas, on va supprimer l'équerre et on va regarder qu'est-ce qui se passe si j'ai la règle graduée seule. Alors, je vais vous montrer ce qui se passe. Donc je prends deux mesures. Comme je commence exactement comme pour la première, et ensuite je trace à l'œil, puisque je n'ai pas d'équerre. Voilà. L'autre, à peu près parallèle, perceptivement ou à peu près orthogonal, et puis l'autre. Voilà. Et on s'aperçoit qu'il faut un contrôle ici, on n'a pas d'instrument pour contrôler, donc il y a un contrôle perceptif qui peut ou non, on voit bien que si on est sur des petites dimensions, il n'y aura pas de problème, mais si on est sur des grandes dimensions, il peut y avoir un problème de fermeture. Donc, en fait, nous, ça fait une découverte pour nous, parce qu'on s'est aperçu que dans ce cas-là, on est obligé de faire intervenir une propriété de fermeture, qui est celle-ci, une ligne polygonale formée de 4 segments égaux 2 à 2, donc ils sont bien égaux 2 à 2, puisqu'on a la règle graduée pour contrôler l'égalité de ça avec ça, de ça avec ça. Donc, elle n'est fermée que si deux côtés, si et seulement si deux côtés adjacents sont perpendiculaires. Donc, il y a une propriété là qui n'est pas une propriété, justement, que vous ne verrez jamais dans aucun manuel de mathématiques, mais qui contrôle la fermeture d'une ligne polygonale dans le cas, dans tous les cas. D'accord? Bon, on est tous d'accord avec ces trois stratégies. Donc, en fait, si on les regroupe, on les a regroupées. Dans notre analyse, on a regroupé ces deux types de stratégies parce qu'il y en a l'une, aussi bien cercle que coordonnées, ils sont contrôlés par le bon usage des instruments, et l'autre, la stratégie 4 mesures. Pour obtenir la fermeture, ça nécessite un contrôle visuel, puisqu'on n'a rien pour, assurer, on n'a pas d'autre instrument que la règle graduée. Donc, elle est beaucoup plus coûteuse en contrôle visuel que les précédentes. Les autres, on peut s'appuyer sur les instruments pour le contrôler. Alors maintenant, donc c'est la deuxième question qui est sur la feuille que je vous ai distribuée. Je vous décris les instruments de chantier, puis je vais vous montrer un petit film qui vous montre la taille de ces instruments. Donc on va passer sur un film. Donc il y a des instruments. Pour le chantier, il y a deux types d'instruments de marquage. C'est le crayon et le cordeau bleu. Il y a des instruments de report de propriété sur le plan. Donc l'alignement, les alignements qui sont lus sur le plan, vous pouvez les reporter grâce à la règle rigide qui mesure 2 mètres. Donc ayez bien en tête les dimensions. Il y a l'angle droit qui est reporté grâce à l'équerre de chantier, qui n'est pas l'équerre du tout, qui ne ressemble pas à l'équerre, vous allez voir, hein, je vous le montrerai sur le film, qui ne ressemble pas à l'équerre dans la classe habituelle. Donc elle a deux, en fait, si je peux vous dire tout de suite, elle est formée de deux rectangles, l'un d'1 mètre et l'autre de 50 cm. Bon, vous allez la voir, je vais vous la montrer. Et puis les instruments de mesure qui sont le mètre ruban, qui peut faire 3 mètres ou 5 mètres. Voilà. Et donc on va voir le clip. C'est pas très habile, on va sur le marché. C'est ça. Je vais me placer là. De 20. Alors, je vous dis tout de suite qu'ils ont une stratégie coordonnée, hein, quand même, pour que vous puissiez le regarder. Voilà. D'abord, je vais le mettre au fond. Avec le son. Voilà. Donc le plan, il tient l'équerre de chantier dans la main. Donc le mètre ruban. Donc ils ont pris la première mesure. Il me pose l'équerre. Et vous voyez la règle, c'est la règle là. Règle rigide qui n'est pas graduée. Qui fait 2 mètres.
je vous parlerai après de ces élèves. Hein. C'est eux qui vont nous instruire sur les connaissances, sur les savoirs génétiques. Voilà, on prend le rouge. Voilà. Voilà, donc maintenant je voudrais que vous réfléchissiez à ce que devient notre analyse des stratégies qu'on a fait tout à l'heure avec ces nouveaux instruments. C'est-à-dire que nous on envisageait des instruments qui étaient ceux de la géométrie habituelle. Donc là on a quand même, d'abord il y a deux choses qui interviennent, la taille de l'espace des tracés, on est dans le méso-espace, et la nature et la matérialité des instruments, c'est-à-dire on a un mètre ruban, on a une écart de chantier, crayon et corde bleue. Alors je vous avais donné comme système d'instruments l'arrêt gradué, le compas, et puis je vais donner et l'équerre. Voilà. Je me laisse réfléchir 2 minutes, c'est tout comme ça, je ne peux pas vous faire vraiment... voilà, je vous donne 5 minutes pour réfléchir. Stratégie coordonnée. Oui, là, ça fait moi dans les autres exemples. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Juste le temps de... Est-ce que les stratégies qu'on a pu mettre en évidence tout à l'heure se maintiennent ou pas? Un compas. Il n'y a pas de compas. Voilà, il n'y a pas de compas. Alors, vous pensez que la stratégie coordonnée se maintient, d'accord? N'ayez pas peur, parce que là, nous, on a vraiment découvert des choses, là, justement, mais nous, on avait accès à des chantiers pour répondre à cette question. Alors, je vais vous... Oui, il y a l'équerre, oui. Donc, il y a l'équerre et le maître ruban qui peuvent assurer la stratégie coordonnée. On l'a vu, de toute manière, je vous l'ai montré, cette stratégie. On sait qu'elle existe. Ça dépend des côtes, en fait, l'équerre peut être trop courte. Tout à fait. Pour retracer une... Tout à fait. Oui. Pour retracer... Oui. On va voir qu'il y a des tas de problèmes qui se posent et qui vont faire que la stratégie professionnelle va être victorieuse. Très surprenante pour nous. Donc je vais vous montrer le résultat. En effet, c'est tout à fait ça. C'est pas le seul problème de l'équerre. On va voir que l'équerre n'est pas utilisé en fait. Alors, donc voilà comment se... Alors, bien sûr, équerre, maître ruban, coordonnée, celle-là, on est tous d'accord, elle se maintient. Donc on a mis stratégie à dominante instrumentale, parce que je vous rappelle que le contrôle se fait avec les instruments qui sont là. Et curieusement, avec le maître ruban seul, il y a 2 stratégies. Ça c'est surprenant, mais nous ça nous a beaucoup surpris. La stratégie cercle qu'on avait vue avec l'analyse a priori de géométrie classique, hein, avec les instruments de géométrie classique. Parce qu'en fait, le maître ruban est détourné comme un compas. Et les professionnels utilisent cette stratégie-là, qui est la stratégie cercle, parce qu'en effet, l'équerre, si on pour des grandes côtes, comme vous dites, et bien, si les coïncidences ne sont pas bien faites avec la ligne de référence qui est le contour de la pédale, les erreurs se propagent très vite. C'est l'histoire d'angle. D'ailleurs, autrefois,
il y avait des livres de géométrie pratique, on enseignait ce genre de problème. Et puis, la 4 mesures, elle peut bien sûr se maintenir. Celle qu'on avait prévue, la 4 mesures qui exige la fermeture par le contrôle visuel, bien sûr, on peut la prévoir. Les deux qui sont là, elles sont celles qu'on avait prévues auparavant, elles sont prévisibles aussi. Mais celle-ci, c'est la stratégie cercle, mais avec donc c'est le mètre ruban qui est utilisé comme compas. Je reviens à la différence entre cercle professionnel et 4 mesures dans ce cadre-là, du fait d'utiliser le mètre ruban pour les deux. Ben parce que dans celui-ci, c'est exactement ce qu'on a vu pour la stratégie cercle, c'est-à-dire que vous prenez 2 mesures sur les côtés, puis ensuite vous tracez, vous maintenez le mètre ruban, il faut être 2. Hein, je ne sais pas si vous avez vu. Hein. Et donc il y a le crayon qui est coincé parce qu'il y a un petit truc au bout du mètre ruban qui permet de mettre le crayon. Donc vous faites un premier coup de compas, et puis après avec l'autre, vous faites un deuxième coup de compas. Ça, je reviens justement. Alors le 4 mesures, c'est vous prenez une mesure sur un côté, une mesure sur l'autre, une autre mesure égale avec parallèle à l'œil, dans un grand chantier, ça peut poser un problème, hein, ou perpendiculaire à l'œil. Et puis, de l'autre côté, pareil, vous prenez une mesure égale. Donc il y a 4 mesures, c'est pas un cercle, c'est pareil. Il faut 3 pour faire la 4 mesures. Pourquoi est-ce qu'ils sont disons que pour une visualiser. personne qui tient chaque bout de mètre ruban, puis un qui réceptionne le... Pour pouvoir que ça soit tombeau bien. Il faut 2 mètres ruban. Ils font des marques. Hein. Donc, vous prenez votre mètre ruban, vous le déroulez, vous faites la première mesure. Après, vous fermez votre mètre ruban, vous faites pareil de l'autre côté. Donc, il y en a un qui tient et l'autre qui marque. Après, vous vous mettez à la marque que vous avez mise. Donc, faites pareil, vous mettez à la marque que vous avez mise sur l'autre côté, vous déroulez le ruban, l'autre marque. On va le voir de toute manière. Ça va l'ajuster, ça doit faire un peu voilà. L'ajustement de en fait, il y a 4 mesures. Il y a celle que vous avez envisagée où on mesure sur 2 côtés fermés, qui s'appelle une pointe. Et puis on aurait une deuxième qui serait autorisée si on utilise les 2 autres côtés de la plaque, à condition qu'elle ne soit pas trop grande par rapport aux instruments de oui. Ça, c'est vrai qu'on l'a pas envisagé. Et en fait, je crois que la avec dernière... les distances, je pense que c'est pas... Non, mais la dernière, ça dépend. Là, vous aviez une règle qui faisait 2 mètres, et vous aviez un petit côté qui faisait moins de 2 mètres. Je pense qu'elle était envisageable et elle était peut-être assez rapide à mettre en œuvre. Oui. D'accord. Mais le problème qu'on proposait, c'était pas... Oui, en effet, on aurait pu. Nous, on disait avec de droite... en effet. Bon. Alors maintenant qu'on a fait cette analyse, on va regarder ce que font les élèves. Donc on a organisé une situation expérimentale où on a fait réaliser successivement des tracés pour 2 pédales, 1 et 2 que je vais vous montrer, avec la même consigne que celle que vous avez vue tout à l'heure, effectuer le tracé de la pédale et des réservations à partir de ce plan, dans cet emplacement qui simule une table de préfabrication de largeur de 2,50 m avec les instruments présents. Les instruments présents, c'est tous les instruments que je vous ai présentés. Et on a réalisé cette expérimentation avec 2 binômes d'élèves de terminale BEP. Alors on les appelait C et D et J et T. Voilà. Donc je vais vous montrer la table de préfabrication. Là, voilà, vous l'avez vu tout à l'heure quand je vous ai montré le film. Et puis, la pédale 1, c'est celle dont je me suis déjà servi tout à l'heure. Et la pédale 2, on ne regardera pas, on le regardera dans les résultats, mais on ne le regardera pas de manière... Parce que ça, justement, c'est une complexification de la situation de lecture tracée, parce que les incidents proviennent justement des pédales où il y a un tracé en biais. Bon, je ne vais pas rentrer, je n'ai pas prévu de rentrer dans cette situation-là, qui est une situation qui rend difficile le tracé de cette réservation et le contour de la pédale. Ça, c'est la construction d'un trapèze. Alors, on regarde ce qui s'est passé. Alors, ce qui s'est passé, c'est que l'un des binômes, celui que vous avez vu tout à l'heure dans le film avec les coordonnées, et l'autre a fait 4 mesures, J et T. Et aucun n'a fait les cercles professionnels. C'est-à-dire que l'atelier, c'est-à-dire le lieu où on s'est mis sur l'atelier, le chantier qui est
là où on enseigne la pratique dans la formation professionnelle, en fait, on n'enseigne pas comment faire. On donne le plan, on fait faire, et on s'assure que le tracé est bien effectué. Et bien sûr, nous, comme on a filmé, on a eu accès au procédé de tracé. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'ils ont bien tracé ça. Donc ces informations-là, on les a eues grâce au film qu'on a pu effectuer sur le travail de ce binôme. Mais cette stratégie cercle, en fait, puisqu'elle n'est pas apparue, c'est qu'elle n'a pas été enseignée. Donc, alors, pour aller plus loin, c'est là où on va voir que... Parce que nous, en fait, on voulait chercher, on est toujours à la recherche de ces connaissances géométriques. Déjà qu'il y en a à travers ces tracés, puisque j'en ai déjà mis associés aux stratégies. Alors, on s'est servi de notions qui sont celles de Gérard Vergniaud, qui sont la notion de concept en acte et théorème en acte. C'est-à-dire qu'est-ce qui, dans l'activité, est invariant et peut s'exprimer sous la forme si, alors théorème en acte, si, alors. Et puis, les concepts en acte, c'est ce sur quoi portent ces théorèmes en acte. Dans l'action même, l'activité même s'appuie sur des invariants, donc des connaissances. Et vous allez voir que pour nous, c'était très difficile parce que les élèves ne parlent pas. Alors pour ça, je vais vous montrer, il y a le silence, ils disent rien. Ils sont actifs, ils disent rien. Donc on va regarder maintenant. Alors en fait, là, je vais vous montrer 4 mesures. Parce qu'on a vu coordonnées, il y avait 4 mesures. Alors donc c'est JT. Donc ils sont sur la ligne bleue qui est le contour de la pédale. Donc il y en a un qui tient le bout. Une deuxième mesure, quatrième mesure, une troisième mesure, excusez-moi. Voilà. Alors, sans regarder ça, vous voyez que ça voilà. Bon. Excusez-moi, j'ai arrêté là, parce que vous avez vu à la fin ce qu'ils ont. Bon, on le regarde. C'est comment? Il s'appuie sur le premier point quand même. Oui. Oui, il s'appuie sur les points qui tracent au fur et à mesure. Oui. Je veux dire que dans ce que tu nous as présenté au départ, tu faisais comme si la quatrième mesure était mise dans n'importe quelle direction. Enfin, oui, bien sûr, ils ne font pas n'importe quoi. Oui, tout à fait. Mais je dis juste oui, c'est ça. Mais je dis, ils font des contrôles. Voilà. Ou bien ils s'appuient sur l'effet le long du trait qu'ils ont tracé. Oui, tout à fait. Oui, ils sont obligés d'avoir d'autres contrôles que celui des instruments. Tout à fait. Oui, oui. Voilà. Donc, étant donné l'absence de formulation, vous voyez, il n'y a pas eu un mot. D'ailleurs, il y a des conditions dans le chantier qui sont... il y a beaucoup de bruit à côté. Donc, ils ne parlent pas, ils agissent sans parler. Et donc, du coup, on s'est dit, mais nous, avec ça, on ne va pas pouvoir avoir accès à ces connaissances qui sont derrière leur action. Donc, on a construit une nouvelle situation qui leur permet de réfléchir à ce qu'ils ont fait, de revenir à ce qu'ils ont fait, pour avoir accès à ces verbalisations. On avait besoin des verbalisations des élèves pour aller plus loin. Donc, on a fait l'entretien dirigé par des questions et on a utilisé des vidéos. C'est-à-dire qu'on leur a montré des vidéos. On ne les a pas filmés, mais on leur a montré les films qu'on avait fait sur leur activité.
Donc l'entretien se base sur les vidéos que vous avez vues. Donc en fait, cette situation avait deux objectifs. Un objectif pour nous, chercheurs, c'est-à-dire que ça nous permettait d'avoir des éléments, d'expliciter des éléments implicites, et donc sur les invariants de la pratique. Et puis, deuxièmement, pour l'élève, c'était un moment d'apprentissage, puisqu'il allait dire des choses sur sa propre activité ou sur l'activité d'autrui, parce qu'on a fait regarder le film de l'autre aussi. Donc je vais vous montrer cette situation réflexive. Et puis je vais vous distribuer justement, suite à ça, l'entretien, un extrait d'entretien. Donc c'est l'entretien avec J. Et à partir de là, on va voir si nous, on est capable. Par exemple, ma question, moi, elle porte surtout sur les points. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il y a dans les propos que vont tenir les élèves suite à nos questions, est-ce qu'on peut se faire une idée de la nature des points sur lesquels ils travaillent dans cette situation? C'est-à-dire, quel est le point comme un concept en ligne? Parce que les points de leur géométrie, c'est les points de la géométrie aussi. Là, je vous laisse un peu plus de temps. Hein. Je vous laisse ça. Est-ce qu'il y a assez de documents Vous avez des documents au fond? Vous en avez assez? Pas encore. Non, mais est-ce que... Ah, oui. Donc, je vous demande de lire d'abord la première feuille sur les questions qu'on pose, et puis ensuite l'extrait de l'entretien. Vous n'en avez pas? C'est tout. Donc la pédale A, vous l'avez certainement sur la première feuille que je vous ai donnée. Je vais vous la redonner. Voilà. J, c'est 4 mesures. J.
ça se coupe. Il faut que ça se coupe, il faut que ça se coupe. Bon, ça c'est pas, oui, parce qu'il dit qu'il a pas tracé comme il avait dit. Voilà. C'est très difficile à comprendre. Par moment. Enfin, on va pas s'intéresser trop. On va s'intéresser au point, surtout. Le son de point. Ah, oui, oui. C'est le film que je vous ai montré. Donc, il fait comme ça, et après il fait comme ça. Après il fait comme ça, et après il fait comme ça. Voilà, c'est comme ça, mais il ne dit pas qu'il va faire comme ça. On va voir, on va essayer d'expliquer ça. Comment il va l'expliquer? Je crois que c'est non, je vais pas. Non, non, il continue. Ça va pas. Je vous ai arrêté au moment où vous allez retomber. Bien sûr, pour eux, c'est un. Ça veut dire que ça va pas. Non, non, non. Ils sont pas contents. Bon. Ah non, mais les mesures, c'est pas pareil. Les mesures, n'importe quelle direction, on mesure comme ça, puis après, alors, mais je me souviens plus de ce qu'ils ont fait, c'est ça qui m'ennuie. Est-ce qu'ils ont commencé par mesurer ici? Sur les bords, Ils ont mesuré là. après vous, c'est quoi les points pour J? On se pose la question, extrait du protocole, type de points. Il n'y a pas des choses qui vous ont frappé quand on parle de points? C'est pas les points comme. c'est pas des points. Voilà, c'est pas des points comme on entend. Des marques. Ce sont des marques. Oui, c'est des marques. C'est Alors, des tirets. des marques, alors c'est quoi? Oui, c'est des C'est des petits traits. Des petits traits, oui. Il y a des grands traits, des petits traits, voilà. C'est des petits traits. Et alors, du fait que ce soit des petits traits, qu'est-ce qu'on voit apparaître, surtout dans la fin? Je veux dire, regardez bien dans la fin. Alors, jusqu'au bout. Oui, les points parallèles. Oui, oui. Et les points d'équerre. Voilà. On voit deux choses qui vous sont vraiment. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Donc des points d'équerre et des points parallèles. Donc 51. Alors 52. Ah, si 52. Là, si là c'est d'équerre comme ça là, après quand on rentre des points parallèles à cette ligne, tout ça, alors ça c'est d'équerre. Alors, tout le monde comprend ce que veut dire d'équerre. Hein. C'est le terme du métier pour dire orthogonal. C'est-à-dire qu'on voit bien que l'orthogonalité est attachée à l'équerre. Hein. Voilà. Donc, c'est à partir de là qu'on a essayé de construire ce que notre géométrie. Nous, on cherchait à construire une géométrie en arc. Donc, la géométrie en arc, il y a derrière cette situation de l'exotracé. Donc, on s'aperçoit que les points parallèles, cet adjectif associé à point, ça veut dire que la nature des points n'est pas la même que les points en géométrie. Donc, voilà. Voilà. Donc, l'espace des tracés, c'est un espace d'objets qui sont issus de la de tracés. Et donc, points parallèles, moi je sais que quand j'ai lu cet extrait, c'est ça surtout qui m'avait frappé, les points parallèles, les points d'équerre. C'est donc, comme vous dites, c'est une petite trace, on va dire un segment dans notre terminologie, mais quand même, vous voyez bien que les mots de la géométrie sont des mots qui s'utilisent. Ils parlent de point, de parallèle, pas orthogonal, ils parlent de point d'équerre, mais ils utilisent le mot point font, le point font partie, les points font partie de leur géométrie. Et ce n'est pas les points de la géométrie qui viennent. Oui. Le mot, l'expression point parallèle, c'est une de leurs créations, c'est ce qu'on leur apprend en cours. Ah non, je pense que c'est une manière à eux de parler de leur activité. Parce que dans notre binôme, on a fait la même chose. Hein. C'est-à-dire que les points, ce qui va être surprenant, c'est que dans les deux binômes, on va avoir à peu près les mêmes concepts en acte.
Donc c'est lié, c'est vraiment lié. Mais c'est dans l'enseignement professionnel, on leur donne ce vocabulaire? Non, c'est eux qui le prennent. Non, c'est pour ça. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Justement, c'est pas. Non, dans l'enseignement de géométrie qu'ils reçoivent, c'est la géométrie que vous enseignez. D'accord. C'est pareil. On va en parler après. Non, mais les artisans, est-ce que j'utilise dans la profession? C'est possible. C'est pour ça que ça doit être utilisé dans la profession. Mais on n'a pas encore été voir dans la profession, mais en tout cas, point pareil, ça ne surprend pas les professeurs d'atelier. Ils comprennent. Donc déjà, on voit bien qu'un point n'est pas et donc un segment. Oui, donc quand même, à la fin, par définir des points comme intersection, c'est le segment. Leur point à côté sont bien l'intersection, les deux, c'est... Oui, il y a le point comme intersection de deux points du premier type. Nous, on appelle des points du premier type. Enfin, je vais en parler. Voilà. Et donc, en plus, chez Jérôme, il y a des théorèmes en A qui sont explicités. Donc, j'ai repris. Donc, ça, c'est le 54. Le 54, vous lisez. Parce que si on fait de là à la 45 et de là à la 45, c'est parallèle. C'est les deux mêmes codes, c'est parallèle. Donc, on voit bien là que le parallélisme est lié quand même à un théorème que, par contre, on pourrait absolument accepter dans notre géométrie. Mais pour eux, ils l'expriment dans leur action. Alors, donc théorème, donc ça c'est, je vous donne l'exemple de deux théorèmes en acte, donc issus de cet extrait. Donc là, vous le voyez en 48, donc la première c'est 48 et la deuxième c'est 52. Donc, si deux lignes sont d'équerre, alors le point parallèle à ces deux lignes est d'équerre. Alors qu'est-ce que c'est un point d'équerre? C'est l'image exacte du plan qu'on leur a donné. Dans le plan qu'on leur a donné, les deux lignes sont d'équerre. Donc il faut que, parce que ce qui est premier, c'est de construire l'image du plan. Donc ils vont construire deux points perpendiculaires. Et pour contrôler qu'ils sont perpendiculaires, ils disent, si ce point-là, je le renverse un peu, le point est parallèle à ça, le point est parallèle à ça, si ça c'est d'équerre, alors ça c'est d'équerre. D'accord? Donc ils ont aussi un contrôle sur le tracé des... Moi je dirais le deuxième type de point. Donc en fait il y a deux types de points. Il y a un premier type qui a l'existence éphémère dans le tracé, qui va disparaître, et c'est le premier que vous avez vu, qui est parallèle à la ligne de référence, et après il va disparaître dans un point qui est plus le point que nous on connaît. C'est le segment parallèle direction de référence. Point parallèle trait, quand on rentre des points d'importance, je l'ai déjà dit. Second type, c'est l'image fidèle de la réservation du plan, c'est ce qu'ils appellent les points d'équerre. Donc c'est le point comme intersection, donc soit de droite de référence, quand il y a les marques sur les droites de référence, on a vu quand on est tracé, soit d'une droite de référence et d'un point du premier type parallèle à une autre ligne de référence, soit de deux points du premier type. C'est-à-dire que les points du premier type, c'est-à-dire les points parallèles, ne vont pas exister de manière définitive. Ils vont juste être une étape du tracé. Et après, ils vont disparaître. Donc là, je l'ai mis. Il y a le premier type qui va disparaître. Celui-là, il ne va pas rester, parce qu'il n'est que provisoire. Il a une existence éphémère, il va disparaître pour se transformer en un point du premier type. Alors les droites, les droites, ce qu'il appelle des lignes. Si vous avez lu, il parle de lignes. Alors il y a un théorème très intéressant ici, qui n'existe absolument pas dans notre géométrie chrétienne, c'est que deux points ne sont pas toujours alignés. Bien sûr. Non. Ça c'est un résultat quand même du coup. Bien sûr, pour qu'ils soient alignés, il faut que les voilà, les deux points soient sur une même distance, à une même distance, voilà. Donc là, c'est le point non aligné. Où est-ce que tu as vu ça? Voilà, là. Avec le DISPA, hein. Les conséquences, hein. Les conséquences du concept en acte point, ça veut dire que dans cette géométrie-là, les points ne sont pas alignés. C'est-à-dire que c'est une géométrie qui est très, très particulière quand même. Donc il y a deux types de droites aussi. Il y a les droites de référence qui sont tracées, qui servent au mesurage comme on a vu dans les deux stratégies d'ailleurs, et au tracé des points. Et puis il y a les droites auxiliaires qui ne sont jamais tracées,
C'est-à-dire, c'est la droite qui joint deux points du premier type. Et donc, elle n'est jamais tracée, celle-ci. Voilà. Alors, j'en viens à ça. Parce que vous avez tous remarqué, quand même, d'ailleurs, dans l'entretien, c'est une question qu'on leur pose. Il y a, donc, ils ont fait une stratégie 4 mesures. C'est J, hein, donc J, celui qu'on a interviewé. Stratégie 4 mesures. Et il n'y a pas de croisement des deux points. Donc je vous dis tout de suite qu'eux, ils ont continué leurs mesures. Ils n'ont pas 4 mesures, mais ils ont fait 5 mesures pour pouvoir faire croiser leurs deux mesures. Alors comment vous expliquer cette absence de croisement de deux points? Et après on verra l'explication que donne, alors qui c'est que je vous ai choisi. On va partir vers le droit. On va partir vers l'angle. C'est l'autre. Hein. Comment? On va partir vers l'autre. Voilà, donc vous faites, voilà, vous expliquez un peu par le théorème, donc d'accord. Donc je vous donne quand même ce qu'a dit C. Donc C, c'est l'autre binôme. C va donner son avis sur l'absence de croisement. Voilà, vous allez voir ce qu'il dit. Comment? Ils font partie des quêtes. Voilà, ils ne sont pas partis des Donc, ce que vous m'avez l'explication que vous avez donnée, c'est la fermeture. Hein. Puis on va voir ce qu'il en est réellement. Hein. Donc, deux points de premier type ne se coupent pas pour former un point de second type. Donc, ça c'est sûr. Et C, alors C, je ne sais pas exactement dans ce qu'il dit, mais c'est ce que je vous ai donné. Il n'y a pas de débattement. Voilà. Savoir, vérifier avec l'équerre qu'il n'y a pas de débattement. Donc lui, il a bien, il exprime bien ce théorème en acte de la fermeture. C'est-à-dire que pour qu'il y ait fermeture, il faut bien que les lignes soient d'équerre avec la ligne de référence. Donc il n'y a pas de débattement. Si vous voulez vraiment que ce soit pile, il faut prendre une équerre. Voilà l'explication de C, qui est celle que vous m'avez donnée, parce que bien sûr j'avais un peu... donc c'est l'exigence. Mais en fait, c'est pas du tout ça qui s'est passé. On va voir ce qui s'est passé. Parce qu'on n'a pas d'équerre. En lisant ça, moi j'avais une interprétation un peu différente. J'avais l'impression d'ailleurs que la première mesure servait à rien, que leur théorème c'était je fais deux points en touchant comme ça à 45, j'obtiens une parallèle, et si je prends 96 ici, j'ai gagné. Oui, mais il ne trace pas. Et j'ai pas besoin du fait que soit d'équerre. Alors, j'ai tracé ça pour tracer la parallèle, et puis que ça tombe probablement pas sur le même graphe. Du moment que j'ai mis 96 sur une parallèle, j'ai gagné, et sauf qu'il n'a pas duré de temps. Mais c'est pas ce qu'ils ont fait, hein. Bon, mais c'est ça que je parce que tu n'as pas donné la suite. Oui, je vais repasser le film. Peut-être que maintenant vous allez... Oui, mais alors, je peux avoir des films. Voilà. Oui, on ne confondait pas mystère. Donc ça c'est sûr, on n'a pas compris non plus. Alors, je vous remonte le film. Ça, vous allez revoir. Ça va pas. C'est 32, 25. Voilà. Donc, première mesure. Trace un trait. Couper la ligne de référence. Hein. Donc, c'est un point du second type. Ensuite, place le maître ruban sur ce point qu'il vient de tracer. Donc c'est à 45. Voilà, 45. Donc 96, 45. Et après 45, 87. Donc 45. Troisième mesure. Et après, je vais vous montrer quand même la suite, hein, parce que là, j'avais arrêté. Ils obtiennent quelque chose qui n'est pas satisfaisant. Hein, parce qu'il faut que ce soit à l'image du plan. Donc, ils continuent, ils reprennent une mesure,
Voilà, je ne vous ai pas montré ça, bien sûr. Voilà. Donc là, il ferme, et là, c'est fini. Ils entourent de rouge, ça. Voilà. Donc, des battements également fermeture. Donc, voilà l'explication de C sur l'erreur, c'est pas une erreur, sur la non-fermeture de la stratégie de J. En fait, voilà ce qui s'est passé. Alors, moi, j'ai fait une... Vous l'avez vu, hein, donc maintenant, je vais vous faire une sorte de BD. Voilà, première mesure. Je la refais en... C'est moi qui l'ai dessiné, hein, première mesure. Je vais voir si vous... C'est pas très bon, moi, je sais, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Deuxième mesure. Troisième mesure. Quatrième mesure. Voilà, alors pardon, je suis allée trop tôt. Voilà. Et là, ils ont le point 2 ne coupe pas le point 3. Alors, en fait, c'est là où on s'est aperçu qu'il y avait aussi des connaissances sur l'usage des instruments. Alors, je vous montre un peu l'explication. C'est que quand, alors monsieur, vous voyez le mètre ruban? C'est en bleu très clair. Hein. Quand vous mettez le mètre ruban, vous avez le point, là, vous avez tracé le point du premier type, qui est déjà tracé. Hein. On a bien fait, voilà. Du second type. En fait, ce point du second type privilégie un côté du ruban. Il faut savoir ça. C'est-à-dire que si vous faites la mesure de l'autre côté, vous allez avoir la largeur du mètre ruban qui va faire que ça ne va pas se fermer. Donc il fallait faire ce trait-là de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il y a une règle d'usage, c'est-à-dire qu'il y a une connaissance sur l'instrument. Il faut apprendre, oui, il a fait du mauvais côté. C'est-à-dire que cette connaissance-là, il ne l'a pas. S'il veut que ça se ferme, il n'y a pas simplement la l'orthogonalité. Vous voyez bien, l'orthogonalité, en fait, il assure que les codes ne sont pas extrêmement grandes, comme vous avez fait remarquer. Si les codes ne sont pas très grandes, ça va, on peut utiliser même le mètre ruban comme une équerre. Vous en coïncider le côté du mètre ruban avec donc voilà cette connaissance. Bon, alors, j'ai fini de vous faire... Cette géométrie formelle, je voulais un peu faire rapidement, mais vous voyez bien quand même que les deux natures bien différentes et très intéressantes. Parce qu'il y a une géométrie avec laquelle on peut jouer, avec des points qui sont des points parallèles, etc. Et maintenant, on va regarder qu'est-ce qu'il en est dans la formation professionnelle des élèves. Donc là, c'est ma conclusion. Hein. Et puis ensuite, je vous dirai, je ne crois que je n'aurai pas bien le temps, mais je vous dirai comment on a conçu notre simulateur. À partir de ça, je vous dirai peut-être juste les objectifs qu'on avait. Donc en fait, dans la formation professionnelle, il y a 3 lieux d'enseignement possibles pour une telle situation de lecture tracée. Il y a dans l'enseignement général, l'enseignement des mathématiques, on peut s'entendre, donc les mathématiciens prennent en charge des situations qui sont attachées à cette situation de lecture tracée. Et puis, dans l'enseignement technologique, il y a l'enseignement de la construction, où on enseigne en général les dessins, et puis la pratique en atelier dont nous avons vu un petit moment. Alors, dans la pratique professionnelle, en fait, la situation de lecture tracée est une unité indivisible. Hein, elle fait un tout. On lit pour tracer. Mais dans l'enseignement, en fait, il y a une chose qui nous a vraiment sauté aux yeux. Dans les référentiels des activités professionnelles et dans le référentiel de certification, pour les enseignants de mathématiques, il n'y a pas de programme. Hein. C'est des référentiels. Hein. 2 types de référentiels, activités de professionnels et référentiels de certification, qui a le savoir-faire. En fait, lecture et tracé sont séparés. Ils ne sont pas perçus comme une entité unie, indivisible. Donc la conséquence dans la formation professionnelle, c'est que d'un côté, il y a l'enseignement de la lecture des plans. Dans le cours de construction, en fait, la lecture des plans est finalisée par la production de dessins ou de plans, c'est-à-dire qu'on a des plans et on en produit d'autres. Donc dans le même espace, si vous voulez. On reste dans le même espace, dans le micro-espace. Et dans l'atelier, c'est le lieu où pourrait vivre la situation de lecture tracée, en fait, c'est centré sur le tracé. On ne prend absolument pas en compte les problèmes de lecture. Et comment se fait la lecture? On regarde la production finale. Si la croix est bien placée, on ne va pas regarder le procédé qui a mené à se tracer. Comment on l'a vu? Alors, dans l'enseignement des mathématiques, il y a des programmes, manuels sujet de EP, qui sont assez semblables en étant réduits. Hein. On voit bien que la référence, c'est l'enseignement général. Mais malgré tout, il y a une trace de la situation de lecture tracée, parce qu'il y a une création, nous on dit c'est une création didactique.
C'est-à-dire que ça n'existe que là. De nouveaux types de dessins, nous avons appelé ça des dessins codés côtés. C'est-à-dire qu'il y a les cotes, c'est ce que vous avez vu, c'est-à-dire les nombres qui sont des flèches, et les codes, pour nous, c'est quand on marque un angle droit. Les codes de la géométrie habituelle. L'égalité par quand on indique l'égalité, l'orthogonalité. Donc c'est la seule trace qu'on a eue de la situation de lecture tracée, parce qu'en fait, on ne fait que lire ces dessins, et on les finalise par des calculs de grandeur, c'est-à-dire de surface, longueur, et on utilise les théorèmes de la géométrie. Voilà un exemple type. Donc ça, on l'a pris dans un examen de BEP, je crois que c'est 2002. Voilà un exemple de dessin codé côté, vous voyez, il y a les cotes, et il y a aussi les marques, les codes de la géométrie. Alors la figure ci-dessous représente la portière arrière de véhicule qui a été rayée. La vitre est représentée par un trapèze, etc. Les codes sont exprimés en mètres. Avant de repeindre la portière, on doit poser du ruban de masquage autour de la partie et on cherche à déterminer la longueur du ruban. Bien sûr, donc ça se limite à la lecture et on fait des calculs de fond. Et alors la noosphère, alors ce que j'appelle la noosphère, c'est ceux qui prennent les décisions sur l'enseignement, dont on peut faire partie, dont je peux faire partie sur une demande. Hein. Et donc voilà ce qu'ils disent. Il est généralement admis que la lecture précède l'écriture. On voit tout de suite que les deux sont séparés. On commente comme si ça allait de soi que l'écriture et la lecture étaient deux choses séparées. Et que l'apprentissage du code commence par son décodage, donc il donne une priorité à la lecture. La maîtrise de l'écriture participe de la pleine maîtrise du code. Même en BEP, les stratégies d'apprentissage viseront prioritairement le développement de compétences de lecture et de décodage. Donc, dans les intentions de ceux qui écrivent les référentiels, en fait, on va donc privilégier on va les séparer d'abord, un, et ensuite on va en privilégier un par rapport à l'autre. Donc nous, on a conçu, suite à cette analyse, c'était notre objectif, hein, on a conçu un simulateur qui est encore vraiment pas complètement au point, hein, faut le dire, pour essayer de trouver un moyen simple pour restaurer un peu cette unité. Et pour pouvoir, donc c'est un environnement, c'est pas un... C'est-à-dire il faut le prendre en charge, il faut que l'enseignant le prenne en charge pour concevoir des séquences thématiques autour. Et donc ce simulateur, il devrait pouvoir fonctionner dans 3 lieux d'enseignement, les mathématiques, la construction et l'atelier. Pour l'instant, nous, on a conçu une séquence expérimentale que dans le contexte de l'atelier. On simule ce que vous avez vu, non, bien sûr en prenant en compte tout ce qui est lecture. Et on a donc conçu un simulateur non pleine échelle qui est là pour poser des problèmes. Non pleine échelle, ça veut dire qu'il n'est pas à l'image du chantier. Il ne prend que certaines caractéristiques du chantier. Alors je ne sais pas, j'avais... Ah oui, voilà, j'avais quand même donné quelques images. Voilà, pour vous dire quelques images. Donc voilà, alors les instruments sont à l'image, à l'échelle. Vous voyez, l'écran simule l'espace de travail. Donc l'espace de travail, on n'a jamais une vision d'ensemble, puisqu'on est dans les espaces, les instruments sont tellement grands qu'on ne les voit pas en entier, au moment où on travaille. Donc on peut déplacer, donc je ne peux pas malheureusement le faire parce que c'est qu'une photo. On peut déplacer pour aller, pour voir le bout, par exemple de l'équerre, le bout de la règle, se déplacer. Ils seront jamais visibles en entier, comme on est dans l'espace, dans le méso-espace. Et là, vous voyez, on a pris en compte que là, c'est l'espace de travail, et ça, la petite fenêtre, qui est bien plus petite que l'espace de travail, dans lequel on ne peut pas tracer, on ne peut tracer que dans l'espace de travail. Là, on peut se déplacer. Donc, on peut, vous voyez, ça c'est pour tourner, et on peut, en prenant ce carré qui figure le champ de vision du travailleur, donc c'est exactement ce que vous avez là. Ça, c'est ça. D'accord? Et donc après, pour se déplacer, on a découplé. On a découplé la translation de la rotation. Donc on peut déplacer ça, par exemple, pour se mettre à un autre endroit. Et après, quand on revient dans l'espace de travail, on est là où on s'est déplacé. Donc je passe très vite. Hein. Et là, voilà le maître ruban, aussi à l'image. Voilà. Et on a fait une séance didactique expérimentale avec ce simulateur pour poser 4 problèmes.
La continuation de trace est déjà effectuée pour voir les contrôles qui sont exercés sur... souvent dans le chantier, on abandonne le chantier dans un certain état, et après on revient, et c'est pas forcément le même qui revient, il faut reprendre un chantier qui a déjà été commencé. Alors quel contrôle on exerce dans ce cas-là en partant sur les mesures, depuis etc. Voilà, je m'arrête là. On a 5 minutes pour poser des questions. La simulation, vous avez testé la simulation avec des... Oui, on a fait la situation expérimentale dont je vous ai décrit, voilà, on l'a faite. Et on est en train de finir l'analyse. Parce que voilà, on est en train de finir l'analyse, ça a été très long, parce qu'on est obligé de regarder la finesse d'analyse qu'il faut faire. Par exemple, les stratégies de soi, pour nous, il a fallu qu'on les regarde, qu'on les filme, qu'on les décortique. Les démarches des élèves sont enregistrées automatiquement. Voilà. Oui, parce que l'intérêt du simulateur, c'est qu'il a... C'est cabri, on a fait ça dans un cabri géomètre. Oui, donc on enregistre. Donc voilà, on récupère les images, exactement. Oui, seulement les images, pas les... Si, parce qu'on avait aussi filmé, on a des films aussi, oui. Oui, tel que je vois le simulateur, je ne sais pas si ça simule bien le mésoespace. Ça veut dire que c'est vrai qu'on a une fenêtre, mais très vite, quand on est dans le mésoespace, il suffit de tourner un petit peu la tête et on voit une autre partie. Parce que là, les fenêtres sont bien séparées. Oui, on a fait des choix, par exemple, on voulait déjà qu'il y ait deux espaces, les deux espaces qui est l'espace quand on se déplace, qu'on lève la tête et qu'on regarde et tout ça, et l'espace quand on travaille. On voulait faire en sorte de pouvoir savoir quand est-ce que l'élève va faire certains contrôles. Donc on a découplé l'espace qui revient à relever la tête et regarder autour de soi, et l'espace où on travaille. Mais il y a un zoom, je ne vais pas parler de tout, hein, mais il y a un zoom qui permet de simuler l'approche. Donc le zoom ne va pas très loin, parce qu'on ne va jamais très très loin, et puis aussi on peut s'éloigner. Donc on peut avoir une vue plus haute, mais on ne peut jamais travailler quand on ne travaille pas, quand on s'éloigne. Donc il y a l'espace de travail, c'est celui que je vous ai montré. Il n'y a que là où on peut faire des tracés. Et puis ce que je ne vous ai pas parlé aussi, je ne vous ai pas parlé des instruments. Il y a des boîtes en haut, et donc on clique pour sortir les instruments. Et les instruments, ce qui a été très difficile, le maître ruban est mauvais. Alors moi, c'est pour ça que je trouve que le simulateur n'est pas encore dans un état satisfaisant. Donc je vais essayer d'acheter, parce que maintenant de plus en plus on utilise des lasers, des lasers, et donc on va, peut-être on va garder le maître ruban quand même, parce que il est toujours utilisé, malgré tout, mais on va aussi essayer de mettre un laser. Il faut quelque chose qui simule un laser. Parce que l'enjeu n'est pas trop de regarder les mesures, bien sûr il y a des problèmes s'il y a des soustractions à faire, s'il y a des... mais les mesures ça pose. Si, vous savez des choses surprenantes, grâce au simulateur, on s'est aperçu qu'il y avait des élèves de fin de BEP qui n'avaient jamais utilisé le maître ruban. Donc ils faisaient des erreurs, on comptait le boîtier en plus, en fait ils faisaient des erreurs. Là c'est d'accord. Là, on a observé juste deux groupes, oui. Dont on peut supposer que les conceptions n'étaient pas forcément les mêmes. Ils avaient les mêmes concepts en acte. Je ne suis pas sûr justement de ça. Parce que, alors, d'après les entretiens, mais c'est pas sûr. Oui, on n'a aucune certitude. Oui, on peut encore discuter. Alors, la question que je voulais poser, c'est est-ce qu'il ne serait pas intéressant, pour renforcer les certitudes ou pour éliminer les hypothèses, de proposer à ces petits élèves des stratégies qu'aucun des deux ne ferait, mais qui peuvent être révélatrices. Alors, par exemple, je vais donner un exemple. Les seconds me semblent mettre en acte l'idée qu'on obtient une parallèle en mettant deux distances égales là. Alors, si on proposait à ces seconds, on mesure deux distances égales, mais n'importe où, on trace une parallèle et on mesure la distance, et puis on s'arrête là, ce serait peut-être intéressant de voir la gueule qu'ils font. Oui, vous n'avez pas... Je ne sais pas. Non, nous, ce qu'on a vu, c'est que quand on avait expérimenté sur le simulateur, donc là, on a beaucoup augmenté nos observations. Hein, on avait 6 binômes en plus. Hein, donc ça faisait, on a quand même observé 12 élèves plus les 4,
fait 16 élèves. Hein. Et l'observation des 6 élèves sur le simulateur, il y a eu des spécificités qui sont dues à l'environnement. Par exemple, dans l'environnement tel qu'on l'a conçu, la stratégie coordonnée s'est absolument imposée, parce que le coût des mesures était tellement important à cause du mètre ruban qui était très lourd à manipuler. Donc bien sûr, on a bien vu l'intérêt de compter le nombre de mesures pour pouvoir pour le plus en mesure. Donc ils connaissent tous la stratégie coordonnée. Et par rapport au concept, on n'a jamais fait en acte une confirmation. Il y a eu une confirmation. Hein. Mais enfin, on peut toujours penser. C'est très long à mettre. Nous, ce qu'on voulait montrer, c'est que derrière des activités aussi simples, il y avait une géométrie qui était intéressante et que peut-être on pouvait en faire quelque chose. Par exemple, ce qui nous a beaucoup intéressé, c'est la question du trapèze. Parce qu'on sait que c'est pas. Là, on l'a beaucoup travaillé dans l'expérimentation de ce